Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. C'est aussi maintenant, tout récemment, aussi une boutique à Paris, la boutique Cirque. Et bien sûr aussi une boutique en ligne pour acheter du matériel photo et vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais la boutique Panajou, elle est à Bordeaux. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bon, c'est pas grave. Je m'en mêle les pinceaux, c'est pas bien grave. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir François Flamand. Bonjour François. Bonjour. Comment vas-tu ? Pas trop mal. Tu m'as dit en off que ça fait très longtemps que tu n'avais pas fait cet exercice, il y a plus de 30 ans à la radio. Oui, ça fait environ, au moins 30 ans, puisque, comme je te disais en off tout à l'heure, c'était au début des radios libres. Donc tu vois, ça remonte... Comme je te disais, à une époque où le podcast n'existait pas, ce qui est assez drôle. Exactement. François, donc tu es photographe, mais je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, je suis reporter photographe dans le monde du sport automobile. Mes débuts remontent dans le monde de la photo aux années, on va dire 82-83, dans le monde du laboratoire. Et je suis arrivé sur Paris en 1988 pour intégrer l'agence des PPI dans laquelle je suis toujours. Okay. Et voilà, intégrer le labo, dans un premier temps, le laboratoire de l'agence des PPI. Donc, tu as commencé la photographie en étant laborantin ? J'ai commencé en étant laborantin noir et blanc. Ensuite, laborantin... Alors, ça va peut-être pas parler à grand monde, mais cibachrome, c'était un procédé inversible, un procédé inversible de diapositives. Et ensuite, je travaillais dans une chaîne 6 pour développer, pour le coup, des diapositives. Alors, mais comment tu as commencé avant tout ça ? Parce que là, c'est ton premier métier, laborantin. Tu as fait des études dans la photographie ou Alors, les études, ça c'est... Oui, j'ai un cursus d'études assez réduit. J'ai un CAP photo. D'accord. Voilà, un CAP photo. C'est très bien. Ok, donc tu as appris le laboratoire et la prise de vue aussi. Alors... Dans le cadre du CAP, oui, on intègre un peu tout, la prise de vue, le laboratoire. On travaillait aussi pas mal à la chambre, voilà, pas mal d'exercices. Et ensuite, j'ai directement intégré, que je me remémore, un laboratoire noir et blanc. Ouais. Et je travaillais pour un photographe. J'étais son tireur. J'étais le tireur noir et blanc de ce photographe qui était reporter dans le Nord. Quand j'entends ça, je me dis, mais à quel point le métier a évolué. C'est incroyable parce que c'était un photographe qui était assez réputé dans le Nord. Et ma mission, c'était de lui faire, sur un reportage à l'époque, il me donnait 3 bobines. Ouais. Et il venait choisir sur ses planches contact, il me cochait ses tirages. Et j'avais la journée pour faire une dizaine de tirages. Okay. Voilà, c'était mon boulot à l'époque. Avec bord blanc, bord noir, pour être sûr de rien recadrer. Oui. Non, c'était assez sympa. T'aimais ça, ouais. J'adorais ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la prise de vue Alors, la prise de vue, j'ai tout le temps rêvé. Ouais. J'ai tout le temps rêvé. J'étais déjà à cette époque-là, un fondu de sport automobile. Donc, j'adorais le sport automobile, j'adorais la photo. Ensuite, j'ai eu une superbe opportunité pour intégrer l'agence des PPI, dans laquelle je suis toujours, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et mon premier contact avec le directeur de l'agence, c'était « François, on t'embauche, mais c'est du labo. La photo, on verra plus tard. » Ah oui, d'accord. Et donc, l'occasion a fait le larron assez vite. Un remplacement d'un photographe malade et j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier. Et puis voilà, j'étais parti. En 3 ans, 4 ans, j'étais quasiment photographe à plein temps. Et ce qui t'a fait complètement lâcher le laboratoire, du coup ? Non, on faisait les deux en parallèle. D'accord. Donc, c'était pas une question de hiérarchie, du coup, c'était juste un métier différent et... Non, il n'y avait pas de question de hiérarchie. On était... en fait, on travaillait le week-end en prise de vue, en reportage. Et le soir, en temps de reportage, on développait nos photos. Oui, d'accord, ok. Et on travaillait aussi pour pas mal de groupes de presse dans la région parisienne. Des groupes de presse... Groupe Hommel, le groupe Édition La Rivière, qui ont énormément de diapos par week-end et par semaine. Et donc, on faisait 2 boulots en un. Pendant un certain temps, jusqu'au moment où c'était impossible de tout gérer. Ouais. Donc là, je suis passé officiellement photographe définitivement. Ok, d'accord. Tu as commencé par quoi comme type de sport automobile ?
Et par quel type de compétition? Alors c'est là où on entre dans le truc, le sujet que je connais le moins, c'est-à-dire le sport automobile. Donc excusez-moi pour mon manque de vocabulaire. Voilà. Non, il y a aucun souci. Alors nous, à l'agence, on couvre tous les sports automobiles. Donc ça va aller d'un rallye de championnat de France au Paris-Dakar, aux 24 heures du Mans, un Grand Prix de Formule 1. Vraiment, on couvre toutes les disciplines. On couvre vraiment tout. Après, chaque photographe avait ses spécificités, ses entre guillemets, ses affinités. Ouais. Mais par contre, chaque photographe, globalement, faisait un peu de tout dans une saison. Okay. On pouvait aussi bien être au Paris-Dakar, le mois suivant au rallye de Suède, 24 heures du Mans, etc. On enchaînait pas mal de reportages comme ça, sans avoir vraiment une spécificité attitrée. Maintenant, ça a un peu changé avec le métier et les clients. Un photographe qui va faire de la Formule 1, par exemple, il y a tellement de Grands Prix par saison, il y en a 25 ou 26 maintenant, il me semble. Donc, il ne fait quasiment que ça. Il fera peut-être 2-3 épreuves à côté, mais il sera photographe de Formule 1. C'est quoi que tu préfères, toi, du coup? Ma préférence va vers le rallye. Ouais. Le rallye, le championnat du monde. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment là, on a des espaces, on vit le pays dans lequel on est, on a la chance de travailler dans de bonnes conditions. Un circuit, c'est toujours un peu restrictif, donc c'est sympa, hein, attention, je vais pas dénigrer du tout le circuit, mais on arrive sur un circuit, on va de l'hôtel au circuit, hôtel aéroport, on n'a pas trop le temps de visiter, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop de loisirs. Un rallye, il faut qu'on fasse des reconnaissances, il faut reconnaître les spéciales, reconnaître les endroits, reconnaître la lumière, reconnaître pas mal de choses, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Et est-ce que... moi. Non, mais je vois, parce qu'il y a les décors naturels, il y a tout ce qui fait l'environnement. C'est magnifique, c'est Oui. magnifique. Mais par contre, le circuit, j'imagine, arrête-moi si je me trompe, mais il y a la possibilité de faire des choses plus minimalistes, peut-être tu vois ce que je veux dire? Plus que c'est un circuit, c'est du goudron, c'est gris, c'est épuré. Alors, c'est pareil, les circuits, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, il y en a qui sont faciles d'accès. On a beaucoup de restrictions de sécurité. Oui, parce que une voiture, ça peut sortir n'importe où. Hein. On a déjà eu pas mal de cas dans le cadre de notre carrière, mais on est moins, comment dire, on est moins imaginatif entre guillemets qu'en rallye. En rallye, vous faites une mauvaise photo, c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez choisi l'endroit, c'est de votre faute. En circuit, on est sur un circuit, il y a des endroits, on peut pas sortir de là. On peut pas sortir de l'endroit dans lequel on est. Il y a déjà eu des accidents point de vue photographe, pardon? Oui, il y en a eu pas mal, il y en a pas mal, il y en a déjà eu, oui. Ouais, il y en a déjà eu. Ouais. Je pensais que c'était un endroit vraiment protégé. Alors, oui, et franchement, la sécurité a fait vraiment des très très gros progrès. Sauf que une voiture, ça sort n'importe où, quoi. Ça peut s'envoler, ça peut. Il y a eu pas mal d'accidents quand même. Oui, et puis pour le coup, tu parlais de rallye. Là, en rallye, c'est encore plus. Alors, oui, en rallye, le public peut être touché, les photographes peuvent être touchés. Le problème, c'est que pour faire une photo spectaculaire de rallye, on est toujours très mal placé. Pour avoir un angle vraiment sympa, on est vraiment dans la trajectoire de la voiture. Et c'est là où c'est le plus dangereux. Mais ce sont évidemment des zones qui sont interdites ou alors vraiment avec un énorme recul. Mais franchement, c'est un peu la loterie. On dirait qu'il y a énormément de contraintes, en tout cas pour la composition. Du coup, tu travailles avec des longues focales, j'imagine, pour être le moins près possible des voitures. Alors, ça dépend, oui. Alors, en rallye, on est toujours en plus ou moins plus courte focale qu'en circuit en général. Ok. Mais la focale de base en circuit, ça va être le 500 mm. Oui, quand même. Oui, c'est 500 mm. Tout dépend des circuits, mais globalement, c'est 500 mm parce qu'il y a toujours des très grands dégagements, des grands bacs à sable. La piste est vraiment très loin. Donc, pour avoir quelque chose d'un peu serré, un close-up de voiture, on est obligé d'allonger la focale. Oui. Voilà, donc du poids, Oui. Voilà, c'est de l'encombrement. Voilà, c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué, c'est lourd. Ouais, je vois. Tu prends aussi des photos de voitures hors circuit, c'est-à-dire
Alors j'allais dire pour la publicité, mais même pas forcément. Avant que les voitures partent en compétition, est-ce que tu prends les voitures quand elles sont arrêtées? C'est ça que je voulais dire. Alors, quand elles sont arrêtées, par exemple, dans les stands. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, ça fait partie du reportage. Hein, quand vous faites une course, quand tu fais une course, par exemple, les 24 heures du Mans, il y a autant de photos sympathiques à faire dans le stand, ambiance avec les pilotes qui sortent des voitures, qui mettent leur casque, il y a vraiment des très belles émotions à saisir. D'ailleurs, c'est ce que je préfère dans le monde du sport automobile, c'est les émotions. C'est pas... Alors, évidemment, il y a des très belles lumières, il y a des très belles choses à faire, mais ce que j'essaye de mettre en avant, c'est le côté humain du sport automobile. J'aime beaucoup ça. Justement, je l'ai ressenti en allant sur ton site internet. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur ton site internet, françoisflamand.com. Tu l'as divisé. Extrêmement pas à jour, mais bon. Cela dit, on voit quand même ton travail. Et tu l'as divisé en 3 parties. Alors, il y a voyage, mais il y a le sport automobile et il y a les portraits. Les portraits des coureurs et des pilotes. Et effectivement, c'est beaucoup dans l'intimité, dans la concentration. Ça m'a étonné parce que je m'attendais évidemment en tant que néophyte juste voir des photos de voitures, mais non, il n'y a pas que ça. Et c'est ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment la partie portrait. Mais la partie voiture, en fait, c'est ce qui m'intéresse le moins. C'est marrant. C'est ce qui m'intéresse le moins. Alors, on peut faire de très belles choses en vitesse lente. Tu vois, tu as dû voir quelques images en vitesse lente, mais entre guillemets, on a vite fait le tour. Ouais, c'est pas qu'on a vite fait le tour. Après, un circuit, ça reste un circuit. Tu vas tous les ans sur le même circuit. La lumière va être différente. Une ambiance humaine, un portrait, une expression ne sera jamais la même. Tu auras toujours quelque chose de différent. Franchement, le côté humain m'intéresse bien au-delà de la photo d'action. Ah ouais, je vois. Voilà. Bah, moi, en tant que portraitiste, je comprends. Oui. Mais du coup, là, tu peux plus t'éclater avec des focales un peu plus larges et on peut tout faire. Voilà. Là, tu étais un peu plus libre. En portrait, tu peux très bien travailler. J'aime beaucoup le 50 mm. Ouais. Le 50 mm avec une grande ouverture de 1-2. Là, tu te régales. Oui. Tu peux aussi bien taper au 500 mm aussi en portrait. Tu fais un truc super. Après, tu peux utiliser tout ton panel d'objectifs pour un portrait. Tu peux le faire aussi pour une photo d'action, mais tu peux vraiment te régaler. Alors, ce que je fais de plus en plus maintenant, quand je suis sur un circuit, par exemple, je m'oblige à n'avoir qu'un objectif, ou au pire 2 objectifs. Je fais avec. Je dis, allez, je vais faire une séance au 50 mm, et je fais ma séance au 50 mm. Je vais rater des choses automatiquement, mais je vais rester concentré sur cette focale. Ouais. Et donc, voilà, je vois très bien. C'est un petit parti pris au lieu de toujours jongler, parce qu'en plus, les espaces sont très limités. Il y a des mécaniciens qui travaillent, il y a les ingénieurs. On est toujours pas dans leurs pattes, mais un peu quand même. Donc, il faut vraiment faire attention à l'espace utilisé. Et donc, plus t'es léger, plus t'es discret, mieux ça passe. Et même pour les pilotes, tu vois, c'est pas... Ils sont dans leur truc, ils te calculent pas tout le temps, mais si t'es pas obligé d'être sur eux en permanence, ça les arrange. Même si ça devient des amis, même s'ils nous connaissent, on essaye de pas trop les perturber. Oui, parce vous êtes quand même nombreux à faire ça ou peu nombreux? Alors tout dépend des disciplines. En F1, c'est difficile à dire, ça dépend un peu des épreuves, mais on va prendre le Grand Prix de Monaco, qui est un peu le Grand Prix phare de l'année. On va être entre la presse internationale, la presse spécialisée, la presse locale, un peu plus de 150 photographes. Sur le lieu en même temps? Sur le lieu, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes accès. Ouais. Par exemple, pour aller dans ce qu'on appelle la pit lane, là où les voitures s'arrêtent au stand, là, il y a des accès très, 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 très limités qui sont réservés aux professionnels avec des accréditations spécifiques. Mais sinon, non, autour de la piste, on peut mettre pas mal de photographes. Donc toi, tu as ces accréditations? Tu peux aller sur les stands? Oui, sur la plupart des épreuves, oui, on a des accréditations un peu spécifiques. C'est ça qui est chouette, du coup. C'est chouette, oui. Alors, en fait, on n'a pas trop le choix. Hein. Si on veut travailler, il nous les faut, ces accréditations. Il nous faut ces accréditations pour pouvoir aller dans le stand. Après, on a aussi des accords avec des clients. Donc, on travaille pour telle ou telle écurie, tel ou tel constructeur. Et donc là, pour le coup, on a un besoin d'image pour le constructeur ou pour le team en question. Donc là, c'est une demande. C'est ça que j'allais te demander. Tes photos, elles vont où, du coup? C'est pour qui? C'est pour quelle clientèle? C'est les fabricants de voitures qui te demandent ces photos? C'est pour des magazines? C'est pour... Alors, on est avant tout une agence de presse. Donc ça, c'est pour DPPI? Voilà, c'est pour DPPI Média. Alors,
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quelle est cette agence ? Alors, DPPI est une agence de presse qui a été créée en 1965. Une agence spécialisée dans le monde du sport automobile. Okay. Et voilà, donc on arrose, entre guillemets, on arrose la presse depuis un certain nombre d'années. Plus, en parallèle de ça, on a aussi des accords avec des constructeurs pour leur faire pour leur fournir un cahier des charges d'image pour leurs besoins spécifiques. Donc ils engagent des PPI pour avoir ces photos-là. Exactement. D'accord, ok. En parallèle de notre travail de presse. Ok. C'est international des PPI ou c'est français ? Non, c'est international. Donc grosse agence internationale. C'est une grosse. C'est pas une très grosse agence en volume, mais c'est vrai qu'on arrose pas mal. Ok. C'est cool. 65, ça fait déjà un bail. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai vu sur le site internet aussi de l'agence que ça sert aussi d'archivage. Bien sûr. Pour la revente de tirages photos. Exactement. T'en as, toi, des tirages photos en vente comme ça ? Pardon ? T'en as aussi des photos en tirage en vente ? Alors, oui, on est en train justement de tout remettre en place là parce on va entamer un chantier très prochainement de la numérisation de toutes nos archives. Ah oui. Donc, c'est un énorme chantier qui va se mettre en route dans les prochains mois. Même, les très prochains mois. Et il y a toute une logistique à mettre en place, de vente, de travail de l'image, d'indexation d'image. C'est vraiment un très très gros chantier. Et je vais participer à ce développement en plus de mon travail de reporter. Comme j'ai un petit peu de connaissances aussi dans le monde de la post-production, je vais un petit peu gérer ça aussi, peut-être en télétravail de chez moi. Ouais, d'accord. C'est un gros travail parce que depuis 1965, il doit y avoir un paquet des photos. On est parti sur une base de 4 à 5 millions d'images. Mais bon, on va en garder, si on en garde 20%, c'est très bien. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça va nous tenir en haleine pendant un bon bout de temps. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors, donc, comment tu l'as vécu, toi, ce passage de l'argentique au numérique ? Alors, plutôt pas mal. Alors, j'ai commencé donc c'était on va dire mes premiers reportages. Ça va être début 90. Ouais. Donc là, début 90, on est encore évidemment en argentique. Ça se passait plutôt mal. Hein. Je n'avais pas de soucis spécifiques avec l'argentique puisque je connaissais un peu toute la filière, hein, du développement à la mise sur papier ou mise en diapo. Ensuite, le numérique est arrivé, on va dire, année 2000. Ouais. Année 2000, et on a complètement basculé à l'agence en 2001-2002. Et là, grosse révolution, automatiquement, grosse révolution, qualitativement parlant déjà. On pouvait tenter des choses beaucoup plus facilement qu'en argentique, même si en argentique, on tentait des choses, mais bon, on ne voyait pas. Oui. Ce qui était problématique, surtout sur des épreuves comme le Paris-Dakar, parce que le temps par exemple, quand on était en argentique, le temps que les images reviennent sur Paris, soit par un rapatriement sanitaire ou par un fret aérien, si on avait un problème technique sur un boîtier, par exemple, ce qui est déjà arrivé, une lamelle d'obturateur qui s'était mis en vrac, donc il y a eu, on va dire, 4-5 jours de prise de vue envoyée à Paris, donc 4-5 jours de latence. Ensuite, pendant ce temps-là, le photographe travaille de nouveau pendant 4-5 jours, et le temps qu'il ait l'info, il a quasiment fait son demi-rallye sans avoir l'info que son appareil était abîmé. C'est terrible. C'est terrible. Alors là, c'est terrible. Ça t'est déjà arrivé ? Pas moi, mais c'est déjà arrivé aussi sur des rayures, des grains de sable qui se mettent dans le mécanisme. Et on a une rayure sur tous les films. Oh là là. Une rayure sur tous les films, sur 50, 100 films. Donc ça, c'est vrai que le numérique, pour ça, on n'a plus ce genre de surprise. On en a d'autres, les quantités d'images. C'est vrai qu'on a multiplié les... c'est très marrant de voir les photographes qui ont fait de l'argentique, qui sont passés en numérique, et les photographes qui n'ont jamais fait d'argentique, qui ont découvert la photo avec le numérique. Et là,
on est sur des quantités d'images, mais c'est colossal. C'est colossal. Ouais, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Je l'ai remarqué quand moi je fais partie de la génération qui a commencé la photo avec le numérique et j'ai fait de l'argentique après. Et évidemment, ça m'a calmé. Sur ma méthode de prise de vue, j'ai beaucoup moins fait de photos après en repassant sur le numérique. Du coup, c'est le conseil que je donne souvent quand on parle de la quantité de photos et qu'après les sélections deviennent un enfer en post-production. C'est un cauchemar. Je conseille souvent, si c'est pas le cas, de se mettre à l'argentique juste pour avoir ce recul. Voilà, ce recul à la prise de vue. Même si on fait pas de l'argentique après principalement, mais ça calme énormément. Donc oui, je vois. Ah oui, non, mais encore pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en Italie pour un reportage. Et en une séance d'essai d'1h30, un collègue photographe, adorable au demeurant, il est capable de faire 3000 photos en 1h30. C'est affolant. Ouais. Donc, qui dit quantité de photos colossale, editing colossal, poids d'image, et perte de temps. Perte de temps, mais ouais. c'est un cauchemar. Ouais, un cauchemar. Oui, en fait, faut avoir, surtout quand on est photographe de sport automobile, il faut avoir le recul et ne pas déclencher tous les tours, ça sert à rien. Hein. Elles repassent toutes les minutes, les voitures. Hein. Donc, ça sert à rien de déclencher tous les tours. Et puis, encore moins pour les portraits, ça sert à rien de déclencher en rafale. Exactement. D'ailleurs, tu travailles avec quel boîtier, quelle marque, disons? On est en Canon. Okay. On est en Canon, on a eu un passage en Nikon qui s'est pas très bien passé, justement au tout début du numérique. Ah. On a eu les premiers boîtiers qui étaient les D1. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Alors je l'ai pas utilisé, mais ça me parle, oui. En fait, ils avaient une petite avance sur Canon à ce moment-là. Canon traînait à sortir son premier boîtier pro numérique. Et en fait, Nikon nous a fait une super proposition et a fait passer toute l'agence en Nikon. Et personnellement, j'y suis resté 3 mois, je suis repassé en Canon. Ok. On a eu des gros soucis. Des gros soucis, justement, à l'époque où je faisais beaucoup de rallye. Et en fait, ils ne faisaient pas le point, quoi. Ah oui, donc c'est quand même embêtant. Alors, oui, c'était assez étonnant. Et en allant voir le service pro de chez Nikon, personne charmante, écoute, Nello, il s'appelait Nello Zopé, je ne sais pas si tu l'as connu. Non. Un garçon adorable. Et il me dit, écoute, trouve-moi une solution. Là, il me manque un réglage, il y a quelque chose que j'ai mal fait, j'ai mal réglé. Il me dit, écoute, j'en parle aux ingénieurs. Et semaine suivante, rebelote. Il dit, Nello, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, je te donne encore une chance, mais là, je vais changer là. Ouais. Il dit, je comprends pas, ils comprennent pas non plus. Et c'était sur un objectif qu'on utilisait beaucoup, qui était un 300 mm. Et ça ne faisait pas le point. C'était lié à l'objectif? C'était lié à l'objectif et peut-être au boîtier, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. La liaison se faisait mal et c'était complètement éliminatoire. Donc et là, Canon a ressorti son premier vrai boîtier pro. Et là, on était satisfait. Ok, d'accord. Bon, ils ont dû se rattraper, Nikon. Oui, non, mais de toute façon, ça a toujours été un peu la démarche de Canon. Ils attendent de voir et ils ressortent derrière une machine de guerre. Cela dit, pour le passage à l'hybride, même si on reste quand même dans le numérique, pour le passage à l'hybride, Canon a tapé en premier, je trouve. Avec le R5 notamment. Le R5 est arrivé avant que Nikon frappe avec le Z9 et le Z8. Oui, alors, ok. 2-3 ans plus tard. Oui. Voilà. C'est pareil, l'hybride, ils sont venus assez tard par rapport au Fuji. Par rapport à Sony, ouais. Bah oui. C'est un peu Sony. C'est un peu Sony qui l'a amené quand même aussi. Oui. Non, franchement, alors là, pour le coup, l'hybride, c'est vraiment. C'est une dinguerie. C'est génial. Du coup, tu peux te mettre en silencieux pour les portraits. Se mettre en silencieux, on voit ce qu'on fait, c'est formidable. C'est vraiment. Là, c'est un gros bonus pour nous. On peut plus rater une photo. On ne rate plus une photo. C'est compliqué. Ouais. Ouais, là, faut vraiment le faire avec. Ouais. Avec la détection des visages, des yeux, même. Franchement, et on a du matériel qui est incroyablement performant. C'est vraiment super. Franchement. Et donc, du coup, tu travailles du R5 ou... R5, R6, R3. Voilà, parce que pourquoi pas. Oui, non, mais je veux dire, oui, en fait, on a les trois. En fait, on a personnellement, j'ai 2 boîtiers, ouais. R5 et R3. Ouais. Et on a un R6 un peu volant qui sert soit pour la vidéo, soit pour
Dans quel cas tu utilises le R5 ou le R3 du coup? Le R5 plutôt en ambiance, quelque chose de léger. Ouais. Et le R3 plutôt pour les actions. Ouais. Avec le 500 mm ou le 100-500. J'utilise beaucoup le 100-500 qui est une très belle optique, qui fonctionne très bien, qui a un super compromis en fait. Qui a un super compromis entre le poids, la qualité. Franchement, il n'est pas très très ouvert. Je pense qu'il ouvre à 6-7 ou. Ouais. Mais franchement, avec les montées en ASA qui sont incroyables, ça pose vraiment peu de problème. Et le R3, si je me trompe pas, alors le R5, c'est 48 millions de pixels, mais le R3, il est un peu plus. Non, il est un peu moins. Il est un peu moins. Il me semble, c'est à 24 millions de pixels le R3. D'accord. C'est pas gênant du tout dans ton métier, ça? Non. Franchement. Non, je me suis toujours posé la question en photographie de presse parce que c'est des fichiers qui sont plus volumineux, là, les 48 millions de pixels comme le R5. Oui. Mais du coup, est-ce que ça a vraiment un avantage parce que tu rezoomes, toi, dans tes photos? C'est pas quelque chose que franchement, recadrer, je veux dire. On recadre pas souvent, ouais. Mais ça fait un bon moment qu'en nombre de pixels, on est largement suffisant pour toutes les utilisations. Puis bon, c'est aussi facile de gonfler un fichier éventuellement. Donc franchement, il n'y a plus de limite. Entre guillemets, on peut faire des bâches murales sans problème avec un fichier de R5 ou de R3. Franchement, il n'y a plus de limite. Et tant mieux. Tant mieux, oui. On a dépassé l'argentique en termes de résolution. Ouais, de résolution. Je pourrais pas trop te répondre à cette question. Si tu prends un R5 notamment, R5 quand même à 48 millions de pixels, c'est balèze hein, le fichier en sortie. Je pense pas que tu peux avoir une telle définition avec de l'argentique. Ou alors il faut passer au moyen format, en fait. Oui, puis de toute façon en argentique, faut tu numérises ton fichier si tu veux en faire quelque chose. Donc tu repasses sur un système numérique. Donc après, tu es dépendant d'un scanner ou d'une numérisation. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais l'argentique ne me manque pas. Oui, il y en a beaucoup qui ont cette démarche. Oui, c'est génial le rendu, truc. Mais franchement, j'ai mis suffisamment les mains dans le révélateur et le fixateur pour ne plus avoir cette démarche. Et je trouve surtout qu'avec les outils modernes de post-production, on a vraiment des outils incroyables. Qu'est-ce que tu penses des outils alors là, on va parler des outils ultra modernes de maintenant, hein, comme l'intelligence artificielle. Alors franchement, j'utilise beaucoup celui de Photoshop, parce que c'est un peu notre base logicielle avec Camera Raw notamment. Je n'utilise pas beaucoup Lightroom. J'utilise vraiment quasiment essentiellement Camera Raw. Les outils sont incroyables. Les outils d'intelligence artificielle. Alors là, je te parle pas de retouche. Je te parle vraiment optimisation d'image. Ouais. On fait des choses incroyables. On va récupérer des détails là où il y en a pas. C'est assez époustouflant. Et l'intelligence artificielle qui te permet d'avoir des sélections automatiques où tu gagnes énormément de temps. Complètement. Tu vas tracer. Je travaille beaucoup à la tablette. Tu vas tracer sur un visage. Tu vas sélectionner ton visage grossièrement. Il va te faire un détourage. Tu vas pouvoir l'éclaircir, remettre un petit peu de clarté. Enfin, c'est vraiment. Ça me rappelle, à chaque fois que je fais ce genre de travail, je me vois en train de découper au ciseau mes masques sur l'agrandisseur pour pouvoir faire l'équivalent. Donc tu vois, ce travail-là ne me manque pas. Ouais, je vois. Alors du coup, en tant que photographe, si tu devais partir... alors là, je parle pas de sport automobile. Si tu dois partir quelque part en voyage, tu prends quoi comme type d'appareil photo? Qu'est-ce que je prends comme appareil photo? Je pense que je prendrais à 50 mm. Donc un boîtier quand même photo. Tu prends quand même un boîtier photo. Ma question en fait, quand on pose parfois cette question à des anciens photographes qui ont connu aussi tout l'argentique et la transition avec le numérique, j'avais entendu, je crois que c'était Martin Parr, mais j'en suis plus sûr, qui avait dit qu'aujourd'hui, s'il s'en allait en voyage, il prendrait l'iPhone. Ah oui, non. Oui, alors effectivement, l'iPhone, tu fais des choses incroyables. Mais bon, ça fait quand même des images assez plates. Hein. Oui. Ça fait des images assez plates. Tu peux les travailler un minimum, même si c'est vrai que ça fait des progrès incroyables, mais ça reste un mini capteur. Donc, non, je suis amoureux de mon plein format. Ah oui, je comprends. Moi aussi, hein, pour le coup. Pourtant, l'iPhone, je l'ai dans ma poche tous les jours. Mais bon. Mais on en fait sans arrêt des photos à l'iPhone. Ouais. Et ça dépanne. C'est vrai que on arrive à des choses assez sympas. Et bon,
Mais alors, qu'est-ce que t'en penses aussi de ça? Tu vois, on parle de l'iPhone, mais il n'y a pas que l'iPhone, hein, il y a tous les smartphones en général. Les gens sont tous devenus photographes. Alors, plus ou moins, je mets des guillemets à ça quand même. Versus l'époque où tu as commencé la photographie, tout le monde n'était pas photographe. Non. Loin de là. Bah non, mais déjà, ça avait un coût. Oui. Fallait acheter la pellicule, fallait la faire développer. Oui, voilà. Donc, un savoir-faire aussi, parce que sur un smartphone, t'as pas besoin de savoir-faire pour faire la photo. Alors, je parle pas de composition, parce que ça reste quand même une idée intellectuelle tu peux avoir plus ou moins de talent, mais tu déclenches juste un bouton avec l'iPhone. Tu déclenches un bouton. Il fait toutes les étapes de prise de vue, d'exposition, il le fait tout seul. Mais en plus, c'est relativement incroyable, comme c'est bon à chaque fois. Ah ouais, c'est fou. L'exposition, elle est juste incroyable. Ça fonctionne très, très bien. Et la mise au point. T'as déjà vu une photo floue sur ton iPhone? Non, ceci dit, c'est souvent du grand angulaire, donc déjà ça aide un peu. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que les téléphones récents, là, tu peux pas la louper, la photo. Tu ne peux pas la louper. D'ailleurs, c'est toujours très agaçant quand on est en prise de vue sur une séance de portrait avec du monde autour. Oui. Regarde, j'ai déjà fait la photo. Alors toi, tu es en train de régler ton diaph. Ouais. Non, mais c'est vrai que faut reconnaître que ça fonctionne très bien. Donc juste là, comment dire, dans l'idée, ça te dérange pas que tout le monde soit devenu, alors là j'emploie encore les guillemets, tout le monde soit devenu photographe, c'est pas quelque chose en tout cas que la photographie c'est autant démocratisé? Alors oui, moi je trouve ça plutôt pas mal. Après, il faudrait que les gens apprennent à regarder avant de photographier. En fait, les gens ne regardent pas, ils photographient. Et je vois très peu de personnes qui prennent le temps de regarder et de photographier, de soigner un cadrage. C'est là où on peut peut-être les aider. On peut peut-être les aider à avoir une démarche différente dans la photographie. Parce que il y en a qui n'auront jamais que ça comme appareil photo. Ça m'arrive régulièrement de donner des conseils à des gens qui ne feront jamais la démarche de débrayer un appareil en manuel, qui ne feront jamais la démarche d'acheter un appareil photo réflexe ou hybride. Et par contre, on peut leur donner pas mal de conseils, même sur un téléphone. Et c'est plutôt sympa. Ouais, effectivement. François, qu'est-ce que j'avais comme question? Ta focale préférée? Oui, alors ta focale préférée, tu nous l'as dit, quand même pas mal. 50 mm, je dirais, mais... c'est compliqué une focale préférée parce que on utilise un tel panel de focales dans notre métier que... Cela dit, quand je t'ai dit qu'est-ce que tu amènerais comme boîtier, tu m'as pas parlé d'un boîtier, tu m'as parlé du 50 mm. Ouais, effectivement. Je la trouve super, cette optique. Très polyvalente. Bah oui, c'est ce qu'on voit en fait. Ouais. C'est l'œil. C'est l'œil, donc il n'y a pas de déformation, c'est propre, c'est une construction optique assez facile, entre guillemets. Donc c'est vraiment une très belle optique. Je parle de celui qui ouvre beaucoup, même le 50 à 8 ou le 50. Ça reste des optiques sympas. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme anecdote? Un truc fou qui t'est arrivé dans ta carrière? Et des trucs fous, il m'en arrive tous les week-ends. Ah, à ce point? C'est un peu le problème. Non, un truc fou, ça serait peut-être... en fait, un de mes plus beaux reportages que j'ai réalisé, c'était en tout début de carrière, c'était en 1992. Donc vraiment, je commençais dans la photo. Et c'était le Paris-Moscou-Pékin. Ok. Et donc là, gros coup, grosse claque dans la figure, parce qu'on quitte Paris quand même. C'était l'époque où je faisais encore un peu de labo, et j'ai eu l'opportunité de faire ce rallye, qui était un rallye, mais on allait de Paris, Moscou, à Pékin en voiture. Donc il n'y avait pas de... Ouais. C'est gros voyage. Ça fait des kilomètres. Ah ouais. Et j'en ai un souvenir incroyable. De par la traversée des pays. La Russie, la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Mais c'est des pays, en plus, on était en pleine perestroïka. C'était incroyable. La Russie était un peu en ruine, entre guillemets.
On a été sur des sites tels que Baïkonour. Je ne sais pas si ça te parle, Baïkonour. C'est le centre spatial russe. Ah oui. Où personne, il n'est même pas sur la carte. Cet endroit n'est même pas sur la carte. T'es tombé dessus par hasard? Non, on ne tombait pas dessus. C'était prévu dans l'organisation avait prévu de nous faire visiter le centre spatial de Baïkonour. Et ça ressemblait à rien, mais c'était mythique, quoi. C'était mythique. Et en repartant de ce centre spatial, on était entouré de déchets d'aluminium de partout. Donc, ils ont dû faire des milliers d'essais, des fusées qui ont dû péter dans tous les sens. C'était un champ d'aluminium, mais partout. Donc, c'était vraiment hyper impressionnant. Et tu as pu faire des photos Non, on avait interdiction de faire des photos. Ah là, c'est dommage. Ah oui, on avait interdiction de faire des photos. Mais en arrivant en Chine, donc en 92, donc tu vois, c'est pas hier. Et il y avait un policier tous les kilomètres. Et on avait consigne, surtout, de ne surtout pas s'arrêter. Si on s'arrêtait, là, ça pouvait poser des gros problèmes. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, non, on était encadré de chez encadré. Ouais. Mais j'en garde un souvenir. C'était magnifique, passer la frontière russe, chinoise. Puis quand tu es jeune photographe, toi, tu débutes dans la profession et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux que ça? Et j'en ai vraiment un souvenir très, très ému. Ça se voit. Non, c'était vraiment un super reportage. T'aimes bien voyager d'ailleurs, parce que, en tout cas, il y a une catégorie voyage sur ton site internet. Une catégorie de voyage, c'est-à-dire? Des photos de voyage. Ah oui. Tu connais plus ton site internet. Oui. On voyage beaucoup. En fait, c'est beaucoup de photos qui ont été faites par le travail, par l'agence. Mais non, c'est essentiellement des photos pendant les rallyes, essentiellement. Pendant les rallyes, quelques voyages perso, mais tu sais, quand tu suis une saison de Formule 1, quand tu suis une saison de WRC, les rallyes de championnat du monde, quand tu suis une saison de championnat du monde d'endurance, tu fais quasiment un tour du monde tous les ans, quoi. Alors, j'exagère un peu, mais tu fais quasiment les 5 continents. Maintenant, je les fais moins. Parce que là, je suis un petit peu sur la fin de ma carrière. En plus, j'ai eu des petits problèmes de santé qui m'ont mis un petit peu à l'écart ces 2 dernières années. Mais oui, c'est ça, tu fais quasiment pas les 5 continents, mais presque, quoi. Donc, ça doit être fatigant aussi. Oui, c'est fatigant. Oui. T'es jamais chez toi, là, pour le coup. Enfin, jamais. Hein. Je sais pas à quelle période tu pars de chez toi. Tu pars sur des longues périodes à chaque fois? Ça dépend des déplacements. Quand tu pars en Australie, par exemple, le reportage se déroule, on va dire, sur le vendredi, samedi, dimanche. T'es parti le mardi, quoi. Ouais. T'es parti le mardi et tu rentres le mardi d'après, quasi. Quoi. Ouais. Pour la rallye de Nouvelle-Zélande, pareil, tu vois, tu rajoutes encore une petite couche supplémentaire de voyage. Là, c'est minimum une semaine. Plus le décalage horaire, là, pour le coup, qui est... Allez, une vie de photoreporter. Hein. Oui. Il faut aimer ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Si ça refaire demain matin, mais mais demain matin, je recommence. Avec grand plaisir. Tant mieux. Tu fais pas de moto d'ailleurs? On n'en a pas parlé. On n'a pas trop parlé de ça, surtout les compétitions voitures. Alors oui, on est essentiellement sport mécanique automobile. On a eu une petite période moto. On avait un accord avec Michelin notamment pour leur faire des images de moto. Et ça a duré 2 ans. Après, c'est un autre photographe qui a pris le relais. C'était plus nous. Ça t'intéresse moins? Ah non, c'est pas que ça m'intéresse. Ah non, j'adore. C'est juste que tu n'avais pas le temps. Ah oui. Les courses de moto, j'adore ça. Non, c'est vraiment... c'est niveau spectacle, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas si tu... Non, j'ai jamais eu l'occasion. Non, c'est super spectaculaire. Là, il y a une bagarre entre les pilotes. C'est juste incroyable. Non, c'est très, très spectaculaire. Il y a quelque chose qui a évolué dans le sport automobile qui fait que ça a eu un impact sur l'évolution du métier en tant que photographe?
Je sais pas, je pense à la vitesse bêtement, mais est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui a évolué par rapport à notre profession? Je ne saurais pas trop de répondre. Depuis, je ne sais pas, ce qui a évolué. La sécurité. On prend de moins en moins de risques. On n'a plus droit de faire prendre le moindre risque à n'importe qui. Ouais. C'est ceinture et bretelles un peu partout. Il y a des photographes qui ont dépassé la limite pour avoir la photo avec comme une espèce d'adrénaline. Alors, il y a des photographes qui dépassent les limites, oui, souvent en rallye. Ouais. Parce que tu triches pas parce que c'est pas une question de tricher, mais tu peux te mettre dans des endroits qui sont complètement interdits. On y est assez régulièrement, mais bon, tu peux le payer cher. Ouais. Tu peux le payer cher. Tu le payes cher. J'ai notamment un ami photographe qui a été renversé par une auto. Il n'est pas mort, hein. Il a été renversé par une auto au rallye de Monte-Carlo il y a quelques années. Et il était vraiment pas très bien placé, mais pas non plus dans un endroit complètement interdit. C'est là où je te dis, une voiture, ça sort n'importe où. Oui. Donc, si tu es sur la trajectoire, tu te fais emporter. Et puis, si tu t'en sors, c'est le cas de ton collègue, du coup. Oui, il s'en est sorti. Il a été arrêté pendant 6-7 mois avec fractures multiples. Et est-ce qu'il a été radié de l'agence ou Ah non, c'était pas un collègue, hein, c'était un photographe que je connaissais qui travaillait pour un magazine, mais qui n'était pas de l'agence. Ah non, il n'a pas été radié. Non, il était dans un endroit qui était, pour le coup, qui n'était pas interdit. Ah, j'avais compris le contraire. Okay. Non, l'endroit n'était pas interdit, sauf que la voiture est sortie. Et justement, à jouer comme ça, si tu dépasses les limites, admettons, tu peux être radié d'une agence parce que tu as été dans un endroit qui n'était pas de... Oui, tu peux. Ouais. Tu peux surtout... Alors, c'est arrivé. C'est arrivé. Il y a des anecdotes assez drôles. Ouais, parfois, il y a des circuits un peu bizarres. Il y a des circuits où tu penses pouvoir traverser la piste, mais en fin de compte, non, c'est une voie de délestage, truc. Et je me souviens d'un jour où un photographe a traversé la piste, ouais, alors que les voitures roulaient. Et donc là, on enlève le pass immédiatement et... Ouais. Là, la porte de sortie. Oui, la porte de sortie. Et je crois qu'il a eu une interdiction de... Je vais pas te dire de bêtises, mais il a été interdit de course pendant un petit moment. Ouais. Pourtant, c'était un professionnel. Il s'est excusé tout de suite. Il a dit, oh putain, là, j'ai fait une grosse connerie. Et il était dans ses pensées. Il n'a pas vu que c'était effectivement la piste. Ah oui, pour le coup, ça arrive. Ouais. Pour le coup, c'est dommage parce que c'est même pas lui qui a voulu franchir. Oui, non, c'était pas. Alors, pour le coup, c'était vraiment pas volontaire. Mais là aussi, où il y a pas mal de tensions, c'est sur les courses d'endurance ou dans les stands, quand toutes les voitures entrent en même temps. C'est un balai incessant de voitures qui s'arrêtent au stand. Changement de pneus, ravitaillement en essence. C'est des voitures qui arrivent assez vite, qui repartent assez vite. On a un périmètre de travail autour de la voiture. Et bon, il faut avoir des yeux partout, sinon ça peut être assez délicat. Ça doit être ardu. Oui. D'ailleurs, on a obligation d'avoir un casque et une combinaison pour les courses. Là, je te parle spécifiquement des courses d'endurance. Ouais. Parce que peut y avoir un incendie, c'est déjà arrivé. Tu peux te faire renverser par une auto. Donc, faut vraiment être très vigilant. Même si l'organisation met en place des commissaires spécifiques dans la voie des stands pour éventuellement venir nous tirer si on est mal placé ou si on n'a pas vu la voiture qui arrivait ou qui repartait. Ouais, je vois. Oui, ça arrive. Heureusement que ça s'est mis en place. Oui. Non, mais la sécurité pour ça, il y a eu des gros progrès de fait. Tant mieux. François, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Quels sont tes projets en cours, les futurs événements que tu vas couvrir? Là, on va se mettre sur l'organisation des 24 heures du Mans, qui ont lieu au mois de juin. Entre deux, je vais travailler un petit peu mes archives de l'agence. Et oui. Donc j'ai quelques... Ça va t'occuper. Ça va m'occuper, même si on a en parallèle plusieurs niveaux d'archives. On a fait de l'archive...
je t'ai parlé tout à l'heure de l'archive globale des archives de l'agence. On a aussi d'autres registres d'archives. On crée des livres en mettant en valeur nos archives, et je m'occupe de la numérisation du traitement de ces images. Qui vont sortir Oui. Qui vont sortir en livre, du coup. Alors, on sort un annuel tous les ans. Ah, d'accord. Depuis l'origine de l'agence. Donc, le premier exemplaire, c'était l'année 1965. Ouais. Et tous les ans, on édite un livre avec l'année suivante, le 66, 67. Et là, on attaque le volume 1971. Et comment il s'appelle Car Racing. D'accord. Car dans n'importe quelle Racing 1971. Voilà. D'accord. Donc, c'est un gros pavé. Hein. Ouais. C'est un pavé assez luxueux. C'est quelque chose d'assez imposant et qui est très chouette. Et, alors, pour le moment, en noir et blanc uniquement. Ah non, il y a un petit peu de couleur, j'ai dit des bêtises. Il y a un petit peu de couleur. Mais non, c'est très sympa. Et c'est un livre où on n'est pas dans l'actu, on est dans l'ambiance. C'est vraiment un livre d'ambiance. D'accord. Qui sort a posteriori en plus. Donc, complètement. Ouais. Eh bien, super. Du coup, j'invite les gens à venir voir ton travail. Alors, sur françoisflamand.com, même si tu l'as pas mis à jour, visiblement. Non, est-ce que tu comptes le mettre à jour? Oui. Non, mais il n'est pas à jour, mais j'ai carrément, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas mis une image dessus. En fait, j'ai eu un long arrêt maladie d'1 an et demi suite à un problème de hanche. Ouais. Et en fait, je l'ai un peu délaissé, mais je vais essayer de le remettre à jour prochainement. Entre 2 archives, entre 2 scans. Voilà. Et est-ce que tu as un Instagram? Oui, j'ai un Instagram. Qui doit pas être à jour, vide. Alors, non, mais l'Instagram, franchement, c'est pareil, j'y vais pas. Je suis pas un dingue des réseaux sociaux. J'en mets quelques-unes sur Facebook, mais c'est vraiment épisodique. C'est vraiment. En fait, du coup, d'une manière générale, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut voir ton travail le plus simplement? Ton site internet, évidemment. Donc oui, il y a mon site internet, il y a mon Instagram, où il y a des images quand même assez régulièrement, mais ça va être peut-être 1 ou 2 par mois, et encore. C'est pas mal. Oui. J'en mets assez peu. Oui, parfois je panache Facebook, Instagram. Le problème d'Instagram, ce que je n'aime vraiment pas, c'est qu'on voit pas l'image quand même. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit. Ah oui, c'est infernal. Alors Et les images sont compressées, voilà. Les images sont compressées. Entre guillemets, Facebook, bon, on aurait tendance à les voir un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est super frustrant. C'est super frustrant. On voit rien. Voilà, c'est la phrase de fin. Mais écoute, merci François d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Et merci, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles en recommandation sur votre plateforme d'écoute, à laisser un commentaire si vous le souhaitez, on y répondra bien sûr. Ça nous donnera de la force pour continuer, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode du podcast. Ciao. Merci, au revoir.